Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de cette édition. Le président rwandais Paul Kagame et son épouse Jeannette Kagame étaient en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette visite officielle, les présidents rwandais et Côte d'Ivoire se sont entretenus. Ils ont signé hier 4 accords de coopération pour renforcer les liens entre Abidjan et Kigali. Et les premières dames du Rwanda et de la Côte d'Ivoire ont visité ce jour l'hôpital mère-enfant de Bingerville, l'infrastructure sanitaire réalisée par la fondation Children of Africa de Dominique Ouattara. Nous en parlons ce soir. Et le dossier politique de ce jeudi s'interroge sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la composition actuelle ne reflèterait plus, selon certaines critiques d'experts, la société internationale contemporaine. Et c'est à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous dans ce 23h. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, arrivé à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures, a regagné son pays cet après-midi. Le chef de l'État rwandais et son épouse ont été accompagnés à l'aéroport par le couple présidentiel ivoirien. Et rappelons que cette visite officielle de 48 heures a été marquée par la signature de 4 accords de coopération bilatéraux. Et puis un dîner a été servi en l'honneur du président Kagame et de son épouse. Au terme d'une visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, les présidents rwandais et ivoiriens ont porté un toast au lien d'amitié entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire pour une coopération plus forte. Paul Kagame et son épouse ont également reçu une distinction de l'État de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Sidonie Davila. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deux pays symboles d'une Afrique qui gagne. C'est en ces termes que s'est exprimé le président Alassane Ouattara à l'occasion du dîner offert en l'honneur du président Paul Kagame en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux présidents ont saisi l'opportunité pour se réjouir d'une amitié qui dure depuis 33 ans. Ces relations s'expriment notamment par des voies multiformes, dont l'établissement des relations diplomatiques, les visites réciproques de hauts responsables, ainsi que la coopération agissante des organismes régionaux et internationaux. J'ajoute à cela le pont qui existe désormais entre nos pays et nos peuples, avec la desserte depuis l'année dernière de la ligne Abidjan-Kigali par la compagnie aérienne rwandaise. Si nous pouvons légitimement nous réjouir de ces points positifs, il convient de relever que sur le plan commercial et économique, les échanges entre nos deux pays ne reflètent pas l'excellence de nos relations. En effet, les statistiques à notre possession indiquent que les échanges commerciaux quasi inexistants. Nous avons le potentiel pour changer cette situation et booster les échanges économiques et humains entre nos pays. Les présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame célèbrent également un moment particulier, celui de l'amitié ivoiro-rwandaise, avec un accent particulier sur le raffermissement de la coopération entre les deux pays. Nous comptons sur un avenir plus prospère et plus productif. Les Ivoiriens et les Rwandais doivent se rendre visite plus souvent et lier des partenariats d'affaires. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien à la candidature de Louise Mouchiki-Wabo au secrétariat général de la francophonie. Le succès de sa candidature est la preuve que rien n'est impossible quand l'Afrique est unie. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire continueront à travailler ensemble pour un continent plus fort et plus uni à travers des réformes de l'Union africaine. Au cours de ce dîner, le président rwandais Paul Kagame a reçu la médaille de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, son épouse également, distinguée au rang de commandeur de l'Ordre national au cours de cette soirée rythmée par des prestations illustrant le riche patrimoine culturel ivoirien. Et pour cette deuxième journée sur le sol ivoirien, Paul Kagame était devant le patronat ivoirien. La CGECI, qui reçoit régulièrement des personnalités de haut rang, lui a déroulé ce jeudi le tapis rouge durant 2 heures. Paul Kagame y a partagé le témoignage de l'essor économique de son pays. Il s'agissait pour lui d'expliquer comment le Rwanda est devenu un modèle de réussite économique, mais surtout de stabilité politique. Et notant que dans le classement Doing Business, le Rwanda occupe le 29e rang mondial
mondiale et la 2e place sur le continent africain. Et avant de quitter le sol ivoirien, Paul Kagame était l'invité d'honneur du gouverneur du district d'Abidjan. Ce jeudi 20 décembre, il a été fait citoyen d'honneur au nom des populations et a reçu à cette occasion les clés de la ville. Serge Coléa. Le district autonome d'Abidjan, avec à sa tête son premier responsable, déroule le tapis rouge à son illustre invité. La visite du président Paul Kagame doit être gravée en lettres d'or dans les annales de l'institution. C'est pourquoi autorités administratives et coutumières ainsi que les différentes communautés se sont mobilisées pour traduire au président de la République du Rwanda toute leur admiration et l'honneur qu'il fait au district. L'hôte de marque a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur des mains du gouverneur Robert Begré-Mambé. Excellent Monsieur le Président, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan m'ont chargé de vous dire combien ils apprécient la qualité de vos performances économiques, culturelles, humaines et sociales. Et les Ivoiriens ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de votre pays et particulièrement de la capitale Kigali, une ville propre, une ville belle. C'est un exemple à suivre, Monsieur le Président. Et nous n'aurons pas honte de copier ce qui se passe à Kigali. Paul Kagame s'est réjoui de l'accueil et de cette marque d'estime qui renforce davantage les liens d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays. Et toujours dans le cadre de cette visite rwandaise en Côte d'Ivoire, à la suite de son époux, Jeannette Kagame, première dame du Rwanda, également en visite en Côte d'Ivoire, s'est rendue ce jeudi à Bingerville pour une visite de l'hôpital mère-enfant. Elle était en compagnie de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente de la Fondation Children of Africa, Viviane Aïma. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, le plus important projet humanitaire réalisé par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, recevait ce jeudi la visite d'une autre grande militante de l'humanitaire, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame. Sous les acclamations de la foule conquise, les deux premières dames sont arrivées au lieu de la visite, accueillies par les autorités administratives, la chefferie coutumière de la commune de Bingerville et la direction de l'hôpital. Accompagnée par l'initiatrice de cette grande réalisation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame du Rwanda a effectué une visite guidée de plusieurs installations de cet hôpital dédié en priorité à la mère et l'enfant. Le service de pédiatrie, où sont traités les différents cas de maladies infantiles, la néonatologie, réservée aux nouveau-nés et aux prématurés, le service d'analyse médicale, l'imagerie, une chambre d'hospitalisation. En outre, des détails sur le fonctionnement de l'hôpital lui ont été expliqués, relatifs aux performances réalisées par les équipes médicales grâce aux équipements de pointe, relatifs aussi à l'action sociale de cet hôpital qui, depuis son ouverture, a déjà soigné gratuitement 349 indigents. La première dame du Rwanda a manifesté un véritable intérêt au cours de cette visite, étant elle-même initiatrice de la fondation Imbuto, créée il y a 13 ans, et qui œuvre au Rwanda dans l'encadrement scolaire de milliers de jeunes filles orphelines du génocide de 1994, et intervient également dans la protection contre le VIH et l'assistance aux familles victimes de la pandémie. Achevant la visite guidée, Jeannette Kagame a marqué son admiration. Nous avons constaté en visitant cet hôpital que tout a été bien pensé pour procurer les meilleurs soins possibles aux mamans et aux tout petits. Qu'il s'agisse de la qualité des locaux, du matériel ou de la démarche de sélection des équipes soignantes, rien ne semble avoir été laissé au hasard. Même les décorations, aux multiples formes et aux couleurs chatoyantes que nous avons aperçues, sont un éloge à l'importance du bien-être émotionnel et psychologique nécessaire à l'épanouissement de l'enfant, peut-être plus encore en milieu hospitalier. Votre volonté d'offrir un cadre de soins des plus élaborés à la mère et l'enfant ivoirien témoigne de la place que vous leur accordez, balayant ainsi tous les clichés
voulant que l'Afrique se contente de structures minimalistes en attendant des temps économiques plus cléments. Merci pour ce que vous avez fait, Dominique. Votre pari, chère sœur, a été celui de la dignité humaine, pour laquelle rien n'est ni trop beau ni trop bon, car nous méritons les meilleurs services qui soient, peu importe notre condition économique. Et pour cela, nous devons vous applaudir en tant que Rwandais, Ivoiriens et Africains. Émue, la première dame de Côte d'Ivoire lui a traduit en retour son estime et sa grande considération. Ma chère sœur, je vous sais très impliquée également dans le social et l'humanitaire dans votre pays, notamment pour l'éducation, avec l'école privée Green Hills Academy que vous avez fondée, et en faveur de la lutte contre le sida à travers la fondation Imbuto que vous présidez. Et je vous en félicite. Nos engagements mutuels pour un mieux-être de nos populations se rencontrent donc et j'en suis très heureuse. Je tiens à vous remercier pour cette visite que vous rendez à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et je souhaite que les relations entre nos deux pays, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deviennent de plus en plus fortes. Rapprochées par leur estime réciproque, ces deux grandes militantes de l'humanitaire sont repartis en saluant et félicitant la direction et le personnel de l'hôpital. Et pour clore ce chapitre, rappelons qu'au terme de cette visite officielle, le chef de l'État rwandais et son épouse ont quitté Abidjan cet après-midi. À l'Assemblée nationale, hier mercredi, 5 projets de loi ont été adoptés en plénière. Ces projets de loi sont relatifs à la réforme judiciaire. Moussa Konaté nous en donne les détails. 5 projets de loi adoptés par les députés à cette plénière. Il s'agit de 2 projets de loi organiques déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes, et 2 projets de loi ordinaires portant sur les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Également, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant amnistie est adopté. Ces projets de loi s'inscrivent dans le cadre de la réforme du système judiciaire initiée par le gouvernement. Nous sommes en train de mettre nos institutions en phase avec la Constitution et c'est ce que nous avons fait concernant les hautes juridictions aujourd'hui. Concernant la loi portant amnistie, j'avoue que c'est ce que la Côte d'Ivoire attendait. Et le président de la République a surpris tout le monde en prenant cette ordonnance-là. Autre projet de loi à l'ordre du jour de cette séance, le projet de loi portant code de procédure pénale. L'examen de ce texte est reporté à une autre date. Le projet de loi qui a été retiré, c'est ça aussi la démocratie. Les députés ont soulevé une préoccupation dans le fond et dans la forme que nous avons, nous au niveau du Parlement, nous avons apprécié et nous avons demandé purement et simplement que ce projet de loi soit retiré. Donc ce n'est pas un rejet, c'est pour permettre aux députés d'analyser sur la procédure pénale. Donc c'est une loi qui intéresse les députés et les Ivoiriens. Et au niveau du règlement de l'Assemblée nationale, une fois que la commission donc arrête son rapport, ce rapport doit être communiqué au gouvernement et aux députés 48 heures avant la plénière. La plénière a constaté effectivement que le délai n'était pas respecté. Et donc ce projet a été retiré et sera certainement mis à l'ordre du jour d'une prochaine plénière. 171 députés sur 252 ont pris part à cette séance plénière. La composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies fait l'objet de sévères critiques. Selon certains experts, des représentants de pays membres de l'ONU, elle ne reflète plus la société internationale contemporaine. Le veto dont disposent certains États membres serait anachronique. Des critiques qui sonnent l'heure de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des précisions sur la question dans le dossier politique de ce jeudi. Et c'est signé ce soir Gabriel Zani. Ça se passe en 1945
après la Deuxième Guerre mondiale. Tout part de l'idée de mettre en place un système dans lequel les 5 grandes puissances ayant remporté la Seconde Guerre mondiale auraient le pouvoir d'arbitrer les conflits entre les autres États du monde. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, ces 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale deviennent les gardiens de la paix dans le monde. Responsabilité qu'ils n'avaient pas au sein de la Société des Nations. L'ancêtre de l'ONU, le Conseil de sécurité, est créé alors en 1945. Ces 5 vainqueurs sont toujours les mêmes qui, après 70 ans, sont toujours membres au Conseil. Ils sont membres permanents, ils ont le droit de veto, ils ont pouvoir d'influer sur les décisions, sur les résolutions du Conseil. En 1945, l'ONU compte 51 États membres. Le Conseil de sécurité était composé de 11 membres, 5 membres permanents avec droit de veto et 6 non permanents. En 1960, intervient la décolonisation en Afrique. Le nombre d'États membres de l'ONU augmente. De 76 membres en 1955, il passe à 99 en 1960, puis à 105 en 1973. Aujourd'hui, l'ONU compte 191 États membres. Historiquement, à l'époque, ce pouvoir était fondé sur le postulat de la puissance, de la démographie, la puissance militaire et la puissance nucléaire. Au-delà de 1945, il y a d'autres puissances qui sont nées. Avec l'évolution des rapports de force dans le monde, la composition du Conseil de sécurité est mise sur la table des discussions. En 1963, 43 États demandent une réforme du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale. Le Conseil de sécurité est révisé le 1er janvier 1966. 15 États membres, dont 5 permanents. Les 10 membres non permanents sont élus par l'Assemblée générale pour des mandats de 2 ans non immédiatement renouvelables. 3 d'entre eux doivent être des pays africains, 2 des pays asiatiques, 2 de l'Amérique latine, 2 de l'Europe occidentale et d'autres pays et 1 de l'Europe orientale. Mais les critiques persistent malgré cette réforme. La question de la restructuration du Conseil de sécurité a été initiée par feu Kofi Annan. Mais la réforme se discute à l'Assemblée générale, pas au Conseil de sécurité. Donc il faut qu'elle arrive à son terme à l'Assemblée générale avant d'être soumise au Conseil de sécurité. Donc c'est un processus qui est en cours, c'est un processus qui sera long, mais à chaque fois qu'on pourra faire avancer ce processus, nous serons présents au rendez-vous. Les propositions de réforme se multiplient alors. En 2004, une étude est menée sur la question par des personnalités de haut niveau. Dans leur rapport, l'on retient une division du monde en 4 pôles géographiques, ce qui donne pour une première proposition création de 6 sièges permanents, 2 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie, 1 pour l'Europe et 1 pour l'Amérique, sans droit de veto, et de 3 nouveaux sièges non permanents, 1 pour l'Afrique, 1 pour l'Asie et 1 pour l'Europe. Dans une deuxième proposition, création de 8 sièges avec un mandat de 4 ans, 2 pour chaque continent. Le nombre de sièges avec un mandat de 2 ans passerait de 10 à 11. 4 pour l'Afrique, 3 pour l'Asie, 2 pour l'Amérique et 2 pour l'Europe. L'ossature même du Conseil de sécurité, ils avaient souhaité qu'il y ait une représentation des pays. Il n'y a pas eu d'évolution sur la question, il n'y a pas eu d'entente sur la question. Les pressentis continentaux eux-mêmes n'ont pas pu s'entendre, parce que je prends le cas de l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Bon, les pays arabes ont dit non, nous supportons l'Égypte. Et les pays africains ont dit nous supportons le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc jusque-là, c'est le statu quo. Au-delà de ces propositions d'ouverture, le droit de veto est pointé du doigt. Est-ce que c'est une bonne chose que certains pays seulement aient le droit de veto? Ça c'est non, je vous réponds tout de suite. Mais est-ce que ce serait une bonne chose que le droit de veto même existe dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies? Moi, je peux vous donner une réponse qui n'engage que moi, qui est personnelle. Je dis non. Le premier point, c'était d'abord le droit de veto, qui est un droit exorbitant accordé à un pays que lorsqu'il n'est pas d'accord, lorsque le débat bloque, au-delà du vote à la majorité simple des 2/3, a la capacité carrément de bloquer tout débat et même d'annuler le sujet et de reporter les négociations s'il y avait cours.
Mais effectivement, ce pouvoir jugé très exorbitant, il fallait élargir ce champ d'action de ces puissances. L'élargissement du Conseil de sécurité souhaitable pour favoriser la gouvernance mondiale, oui, la réponse est positive. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa configuration actuelle et son fonctionnement, ne pourra pas résoudre efficacement les conflits de notre siècle. Mon pays invite tous les États membres au sursaut afin de parvenir à une réforme globale et juste du Conseil de sécurité qui renforcerait sa légitimité aux yeux du monde entier et plus particulièrement pour les jeunes générations. Un élargissement du droit de veto permettrait d'associer à la prise de décision ceux qui contribuent le plus à l'organisation sur les plans financiers, militaires et diplomatiques et de faire une place à des pays plus représentatifs de l'ensemble des membres de l'ONU. À présent, une bonne nouvelle pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Une carte de commerçant vient d'être lancée dans le secteur du commerce. Ce titre administratif permettra de prouver le statut de commerçant. Cette carte d'une validité de 2 ans donne également accès au financement avec une facilité de crédit ou encore une assurance mutuelle adaptée. Cette carte devrait être disponible au plus tard avril 2019. De plus amples informations sur ce projet avec Salimata Dia. Commerçante depuis une dizaine d'années, Madoé Konan tient une boutique de vente de perruques et sacs importés au grand marché de Trècheville. Aujourd'hui, elle déplore l'installation anarchique de certains commerçants qui lui font de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire du commerce pour vivre. Ils copient et puis nous nous retrouvons face à une concurrence déloyale. Pourtant, nous avons des charges. Tarifs non homologués des produits, Madoé s'interroge sur l'origine de ceux-ci et même le statut de ses concurrents. Des appréhensions qui seront levées grâce à la carte de commerçant de Côte d'Ivoire. Une carte qui prend en compte des données biométriques du commerçant, y compris le type d'activité exercée. Au-delà de l'identification, la carte devrait faciliter l'accès au crédit, au fonds de garantie, à une assurance mutuelle adaptée ou encore à l'obtention de visas. Pour le ministère de tutelle, ce titre administratif d'une durée de 2 ans présente une garantie pour la sécurité des commerçants et pour l'économie ivoirienne. Là, on observe de plus en plus l'installation anarchique des commerçants sur les trottoirs, dans les marchés, dans les coins de rue, ainsi qu'aux principaux carrefours, avec pour conséquence l'encombrement des voies publiques et des chaussées. Il apparaît donc nécessaire ou opportun de mettre en place un système d'identification et de traçabilité des commerçants. Cela permettra d'accompagner plus efficacement la modernisation et le développement du secteur commerce afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs. Présents à la cérémonie de lancement de la carte de commerçant de Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur comptent bien adhérer à ce projet longtemps souhaité. Le coût de la carte varie entre 8 500 et 75 000 francs CFA selon la catégorie d'entreprise, d'agences et boutiques. Cette carte va nous permettre de sortir de l'informel, aller vers le formel. On ne peut pas quand même dire que c'est du 100%, mais je pense que nous allons réaliser ce projet à 90%. Le déploiement des équipes sur l'ensemble du territoire national est prévu pour le mois de janvier, février pour l'enrôlement des commerçants et le mois d'avril pour la distribution des cartes. Et je vous fais à présent part d'un communiqué de l'Autorité nationale de la presse. L'ANP appelle les journaux périodiques et de production d'informations numériques à se conformer à la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Pour les organes de presse, il s'agit de s'attacher les services d'un directeur de publication journaliste professionnel d'au moins 10 ans d'expérience et de satisfaire à toutes les obligations qui leur incombent. Des dispositions valables pour la presse numérique qui devra en plus procéder à la constitution légale des entreprises éditrices de leurs titres. Le délai de 12 mois venant à expiration le 2 mars 2019, l'ANP invite les organes de presse imprimés et numériques à se conformer au texte en vigueur et c'est un communiqué signé du président de l'ANP, Raphaël Lacpé. Dans le secteur de l'énergie, pour la réduction de la consommation de l'énergie, les lampes à incandescence seront désormais interdites sur le marché ivoirien à compter du 1er janvier 2019. Cette mesure s'aligne sur la stratégie régionale de transformation de l'éclairage public définie par la CEDEAO. Jean-Jacques Kwame. À partir du 1er janvier 2019, les lampes à incandescence seront interdites sur le marché ivoirien
au profit des lampes LED et fluorescentes, considérées plus économiques et efficaces par les consommateurs. Ankandji Moustati, gérant d'une quincaillerie, ne vend que ces lampes, les raisons. C'est les ampoules LED qui sont utilisées actuellement parce que c'est très économique. Les ampoules ordinaires ne sont plus utilisées, ne sont complètement plus utilisées. Même nous-mêmes, on ne vend même plus ça ici au magasin parce que ça ne sort plus. Moi, j'ai préféré que c'est les ampoules économiques. Voilà pourquoi je les utilise. La nuit, les ampoules brillent très bien. J'utilise ampoules économiques. Vraiment, ça éclaire bien. Quand je travaille, je vois très bien. Cette décision de l'État s'inscrit dans le cadre du projet de l'efficacité énergétique dans le domaine public. Ce projet vise à réduire le coût de la consommation énergétique et est une composante de la stratégie régionale de la CEDEAO pour la transformation du marché de l'énergie vers une efficacité énergétique. Dans le but de l'application de cette stratégie régionale au niveau national, les acteurs du secteur étaient en formation. Dans le cadre de notre projet en promotion de l'efficacité énergétique en éclairage public en Côte d'Ivoire, nous avons besoin des avis de toutes les parties prenantes pour pouvoir prendre des décisions qui engagent la Côte d'Ivoire, pour pouvoir aboutir à la transformation, la stratégie nationale de transformation du marché de l'éclairage. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres, la mise en place de mécanismes pour des produits d'éclairage à des prix abordables, la gestion des déchets d'éclairage et le suivi pour l'effectivité de cette stratégie. Alors, ce projet d'efficacité énergétique dans l'éclairage vise donc à permettre d'assurer la même qualité d'éclairage, sinon plus, mais avec des équipements beaucoup plus efficaces. Ce qui permet donc, je dirais, pour la personne qui paye la facture de l'éclairage, donc d'avoir une facture réduite. Et cela, à terme, permet également d'éviter des puissances à installer. C'est-à-dire, comme nous optimisons la consommation, ça fait que par derrière, l'installation des moyens de production d'électricité est également donc, limitée. Aujourd'hui, sur le marché ivoirien, on achète une lampe LED à environ 3 000 francs CFA, ce qui est un coût qui ne peut pas être prohibitif et qui est prohibitif. Par contre, sur le marché européen, aujourd'hui, on trouve des lampes à 650 francs CFA. Donc, il faut réfléchir pourquoi. Et on va essayer de faire baisser les coûts pour permettre l'adoption des technologies les plus efficaces. Le projet de transformation du marché régional vers une efficacité énergétique est financé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et parlons de la pratique de l'excision. En Côte d'Ivoire, les mutilations génitales féminines constituent de grandes entraves aux droits fondamentaux de la jeune fille. En 2012, le pays comptait 38% des femmes âgées de 15 à 49 ans excisées. Et pour intensifier la lutte contre cette pratique, un film dénommé « La fleur et la lame », produit par le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant avec l'appui technique de l'UNFPA. Dans l'actualité internationale, ce jeudi, les Togolais étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés. Ce scrutin qui s'est déroulé dans le calme a été marqué par le boycott de la coalition des 14 partis d'opposition. Ils dénoncent un hold-up électoral du parti au pouvoir. Cette faible affluence due au boycott des principaux partis d'opposition pourrait permettre au parti au pouvoir de remporter les 4/5 des sièges au Parlement et faire ainsi passer une réforme constitutionnelle autorisant le président à se représenter en 2020 et en 2025. Et en continuant en République démocratique du Congo, où les élections présidentielles, législatives et provinciales du Congo sont reportées de 7 jours, initialement prévues pour le 23 décembre. Elles devraient maintenant se tenir le dimanche 30 décembre. Une annonce a été faite ce jeudi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI invoque des problèmes logistiques, sanitaires et sécuritaires et justifie le report des élections par le souci d'organiser le scrutin sur l'ensemble du pays au même moment après l'incendie enregistré à Kinshasa, causant la perte de 8000 machines à voter de 19 sur les 24 communes de la capitale. Et ceci marque la fin de ce journal. Vous retrouverez dès demain à 23h Kolo Koulibaly pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur RTI 1.